La guerre en Ukraine avec Bernard-Henri Lévy, de retour du terrain du théâtre du conflit entre le sud et l'est du pays. Reportage de guerre pour Paris Match. Bonsoir Bernard-Henri Lévy, avec des photos de Marc Roussel. Une chose, est-ce que vous êtes convaincu de retour d'Ukraine, de la victoire des Ukrainiens? Absolument. Absolument convaincu. Et les Ukrainiens en sont convaincus aussi. Je n'ai pas rencontré d'hommes de terrain, d'officiers, de soldats qui ne soient absolument convaincus de la victoire. Mais pourquoi? Ça repose sur quoi? Alors certes, il y a cette contre-offensive qui progresse, notamment vers Kherson, on en parle sur BFM TV, mais la guerre n'est pas finie. Poutine a aussi d'autres armes qu'il peut utiliser. J'étais en effet dans la zone de Kherson avant-hier, dans la zone de Zaporizhzhia face à la centrale, dans la zone de Kherson. Partout, l'armée russe se replie. Elle se replie parfois en bon ordre, parfois dans le désordre. Ils craignent le corps à corps. Il leur reste l'arme des lâches, c'est-à-dire les bombardements massifs sur les infrastructures civiles avec des drones et sur les iraniens. populations civiles. Il leur reste les drones du pauvre. Vous les avez vus, ces drones? Bien sûr, j'ai vu un de ces drones et j'ai vu un de ces drones abattu par un soldat ukrainien. Ce sont des drones au rabais. Que la Russie en soit là, à importer des drones iraniens, ça vous donne la mesure des moyens réels de ce que l'on croyait être la deuxième armée du monde. Oui, mais on a surestimé l'armée russe au début de ce conflit. Certains nous disaient l'Ukraine sera rayée de la carte en quelques jours. Est-ce qu'on n'est pas en train de sous-estimer Vladimir Poutine dans sa capacité à rebondir, à trouver d'autres moyens de gagner cette guerre? Peut-être pas effectivement au sud de l'Ukraine, mais peut-être une contre-offensive ailleurs. Est-ce qu'on ne crie pas victoire trop vite du côté ukrainien? Il reste deux armes à Vladimir Poutine. La première arme, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire le terrorisme. Le passage de la phase militaire de cette guerre à une phase terroriste. Quand on tire sur les générateurs électriques, quand on fait sauter les barrages hydrauliques comme à Kriviri, quand on plonge des villes entières dans le froid, ça s'appelle du terrorisme. Il lui reste cette arme-là, terroriser les populations. Et il lui reste en effet l'arme taboue, l'arme indicible, l'arme dont on ne parle pas en Ukraine sans crainte et tremblement, c'est-à-dire l'arme nucléaire, c'est vrai. Et c'est énorme et c'est effrayant. Mais à ces deux réserves près, la guerre à la loyale, la guerre d'homme à homme, la guerre d'une armée contre une autre, Poutine l'a perdu. On vous voit posé au milieu des soldats ukrainiens. Vous avez constaté aussi leur équipement, l'équipement occidental. Ils sont armés, ils sont entraînés. Bien sûr, ils sont, contrairement aux soldats russes que je n'ai pas vus, mais vous avez suffisamment de confrères qui l'ont raconté, qui ne sont pas équipés, qui doivent acheter eux-mêmes à la va-vite leur doudoune et leur équipement militaire. Là, vous avez une armée organisée, disciplinée, bien commandée, avec des officiers supérieurs, des officiers intermédiaires, des hommes de troupes, des soldats de haut sol qui savent pourquoi ils se battent, qui savent quel sens a cette guerre pour leur famille, pour leur maison, pour leurs valeurs, donc, et qui sont équipés, bien sûr. Mais dans cette phase de reconquête, partout où l'armée ukrainienne reprend du terrain, les Russes ont tout détruit? C'est la troisième arme dont disposent les Russes, et admettez encore une fois que ça n'est pas une arme qui témoigne d'un esprit victorieux, c'est l'arme de la terre brûlée. Je suis allé avec Marc Roussel et mes camarades Gilles Herzog, Olivier Jacquin, nous sommes allés à Izium. Nous sommes allés à Kupiansk, nous sommes allés à Liman. Liman, c'est un petit... libéré, il y a quelques jours. Qui vient d'être libéré, et c'est un petit Mariupol. Ouais. Liman a été rasé. Les Russes, au moment de leur débâcle, ont rasé la ville. Il n'y a pas une habitation qui soit intacte. Il n'y a pas une infrastructure civile qui n'ait été détruite. Ils se sont conduits comme des sauvages dans leur repli, dans leur déroute. Donc ils veulent gagner des territoires qu'ils détruisent finalement. Non, ils veulent gagner des territoires, et quand ils s'aperçoivent qu'ils ne les gagnent pas, alors ils les détruisent, saisis d'une espèce de rage barbare. Il y a ça dans des récits de guerre très anciennes, dans l'Antiquité. Ils détruisent ceux qu'ils n'ont pu
à raisonner. Vous avez été à Zaporijia, il y a toujours cette angoisse autour du sort de la centrale nucléaire. Les Russes accusent les Ukrainiens de bombarder, les Ukrainiens accusent les Russes de bombarder, de mettre en danger la population. Qu'est-ce que vous avez vu sur place ? D'abord, on a vu la centrale. Ouais. Elle est dans match. Nous avons, il y a 2 photos de la centrale. Nous sommes en face, sur l'autre rive du Dniepr, et elle est en face de nous. Donc ça, c'est la première chose, avec les 6 cônes qui abritent les 6 réacteurs. La deuxième chose que j'ai vue, et ça, en effet, j'ai essayé de mener l'enquête, c'est que les Ukrainiens n'ont pas les moyens. D'abord, ils n'en ont pas l'intention, ça va sans dire. Contrairement aux sauvages dont nous parlions tout à l'heure, les Ukrainiens sont des soldats qui font la guerre de manière civilisée, enfin, conformément aux lois de la guerre. Il n'est pas question qu'ils tapent sur la centrale, mais ils n'en ont pas les moyens. Les armes qu'ils ont sont des armes de moyenne portée qui servent à prévenir un débarquement, une attaque par le fleuve, à repousser cette attaque, mais qui n'ont pas les moyens de taper la centrale elle-même. C'est une guerre qui va s'inscrire dans la durée. De toutes les manières. J'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr. Alors, je rentre de ce relativement long voyage, en tout cas celui-ci, le dernier, avec un doute là-dessus. Il est possible que cette guerre aille vite. La décomposition du côté russe va si vite. Mais il faudra quand même négocier, alors à ce moment-là, si on veut la fin de la guerre. Ou que Vladimir Poutine reconnaisse sa défaite, ce qui est quand même peu probable quand même. Mais les dictateurs n'ont pas à reconnaître leur défaite. Un jour, ils sont désavoués. Leur peuple... Donc vous prédisez... La fin de la guerre, vous misez sur la chute de Vladimir Poutine. La fin de la guerre, c'est l'armée russe qui renonce à se battre. La fin de la guerre, c'est ces pauvres garçons qui n'ont toujours pas compris pourquoi on les envoie sur le front, qui baissent les armes. La fin de la guerre, c'est cette scène que nous avons filmée, dont nous avons été témoins dans un village au nord de la poche de Kherson, entre Nikopol et Kherson. 2 soldats qui utilisent la hotline mise en place par les Ukrainiens. Zelensky a mis en place une hotline qu'on peut appeler, qu'un soldat russe peut appeler en disant « je veux me rendre ». Et si je me rends, vous me garantissez les conventions de Genève. Nous avons prisonniers de guerre. Oui. Prisonniers de guerre. J'ai vu 2 hommes qui étaient dans cette situation-là. C'est ça qui est en train de se répandre. C'est ce crosse en l'air. On arrête la guerre. On ne veut plus se battre pour rien. On n'est pas là pour mourir pour les caprices. Pourtant, il a changé son état-major, Vladimir Poutine. Là, il a mis à la tête de l'opération ukrainienne un homme qui a fait le ménage en Syrie, à Alep, pardon pour l'expression. Mais le sort des guerres, c'est pas seulement l'état-major. C'est les peuples. C'est ces peuples qu'on essaye de transformer en chair à canon et qui un beau jour se conduisent comme des hommes, c'est-à-dire comme des êtres qui veulent vivre et pas mourir. C'est pas, on peut changer, Poutine peut changer d'état-major aussi souvent qu'il le veut, tant qu'il traitera ses soldats comme il les traite, tant qu'il les enverra faire cette guerre impériale criminelle, terroriste et absurde, ça ne marchera pas. Aucun chef d'état-major ne donnera à ces hommes russes la force d'affronter les soldats ukrainiens. Bernard Henry, on voit les images qui sont publiées dans Match cette semaine. On vous voit en costume. Alors, une fois de plus, on va vous critiquer. On va dire, oui, Bernard Henry, avec son costume, son écharpe parmi les militaires, il se met en scène. Que répondez-vous à ces critiques ? Vous les connaissez, ces critiques ? Il se met en scène, ça veut dire quoi ? Je suis là. En effet, et je ne me déguise pas. Je me déguise pas en militaire, d'accord ? Et j'ai un respect minimum pour ces dames qui n'ont pas vu la lumière du jour depuis 7 mois, qui sortent de leur cave pour la première fois. J'ai le respect minimum qui fait que je me présente à elles avec humilité, avec courtoisie, comme je suis, et sans me déguiser en ce que je suis pas. Voilà, donc je suis comme je suis. Et en effet, parfois, aux côtés des militaires qui ont libéré ces dames. Comme en effet, dans les photos que vous voyez, celle-ci est en face de la centrale de Zaporijia ou à Kupiansk. Merci Bernard-Henri Lévy. Le reportage donc avec ces photos signées Marc Roussel à découvrir dans Paris Match. Merci d'être venu sur le plateau de BFM Story.